allons, eh bien, avec cette nouvelle séquence, vous exposer, vous expliquer, vous informer sur le chant des baleines. Il est essentiel à leur survie et à l'équilibre de leur écosystème. Perturber ces chants peut avoir de graves conséquences pour les baleines et l'environnement marin dans son ensemble. Olivier Adam est bioacousticien. Il est à l'écoute des 89 espèces de cétacés aujourd'hui recensées autour du globe au sein de l'équipe Lutherie Acoustique Musique de l'Institut Jean Leron d'Alembert à l'Université de la Sorbonne. Merci donc d'accueillir Olivier Adam. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Allez, c'est parti pour 15 minutes. Ouais. Je sais que vous avez une présentation, puis après, on aura l'occasion d'échanger ensemble et avec le public. Vos questions à Olivier directement avec le QR code sur le site grandocéan-event.com. Bonjour, merci d'être là. Merci aux organisateurs, vous faites un super travail et en plus, c'est super intéressant. J'aurais plein de choses à dire sur l'apnée. Moi, j'avais plein de questions à poser, mais on peut changer le titre et faire pourquoi les cétacés font de l'apnée. Ouais, c'est vrai, 50 minutes en moyenne. Elles sont capables Alors, ça dépend des espèces, Ouais, ça dépend mais des espèces, les champions du monde des apnéistes, ce sont des odontoncètes. Ah, ce sont les Et on aurait pu en parler pour une demi-heure. On fera ça la prochaine fois. Alors, je vous rappelle très vite quelques généralités, parce que je ne connais pas votre niveau en biologie. Il y a deux grandes familles, il y a 90 espèces de cétacés, si on va vite. Il y a deux grandes familles qui sont les cétacés avec des dents et les cétacés avec des fanons. Elles n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre, c'est toutes les deux des mammifères, donc elles doivent venir à la surface pour respirer, mais elles n'ont plus rien à voir ni en anatomie, ni en habitat, ni en régime alimentaire, enfin elles n'ont plus rien à voir ensemble, et évidemment elles n'ont plus rien à voir, les sons qu'elles vont émettre n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. Les cétacés à dents comme les dauphins, orques, belugas, ils vont faire des clics et des sifflements, et les grandes baleines, genre baleine bleue, baleine à bosse, rorqual commun, etc., vont faire des vocalisations, et on va se focaliser sur la baleine à bosse parce que je ne vais pas pouvoir présenter les 89 espèces en 13 minutes 32. La baleine à bosse, donc la baleine à bosse, elle est assez iconique parce que pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elle est record du monde des migrations dans les océans. Là, on a mis une carte de migration. C'est la dernière fois que vous la voyez parce qu'on est en train de tout reprendre à la base les migrations avec de nouvelles méthodes d'observation et qui remettent un petit peu en cause les choses qu'on a dit. Nous, on a posé des balises Argos. Ça a été diffusé. C'est une carte qui a été diffusée par le WWF qui reprend en fait toutes les équipes qui ont posé des balises Argos sur les grands cétacés. D'accord. Et nous, on a fait des choses en Guadeloupe, on a fait des choses aussi à Madagascar. Et on est resté quand même, quand on regarde cette carte-là, dans des migrations nord-sud. C'est-à-dire que les baleines viennent s'alimenter dans les zones froides et viennent se reproduire dans les zones tempérées. Et ça, c'est ce qu'on nous dit, ce que les biologistes nous disent depuis les années 60. Et on y a cru à fond. Et on s'aperçoit maintenant que ce n'est pas aussi simple que ça, c'est un petit peu plus complexe, non pas grâce aux balises Argos, parce qu'en fait on a mis des balises Argos sur quelques individus, mais grâce à la photo-identification, parce que quand on prend une photo, une baleine, eh ben, on est capable de la suivre après pendant toute sa vie. D'accord, une baleine à bosse vit entre 100 et 120 ans, et elle a des marques spécifiques sur son corps qui permettent de l'identifier, et du coup on va pouvoir, grâce au catalogue de photos, on a quand même l'avantage, c'est qu'elles sont côtières, c'est qu'elles viennent proches des côtes, donc en fait tout le monde peut faire des photos de baleines à bosse et du coup on arrive à les suivre. Et par exemple, il y a une publi en 2013 qui a photographié une baleine au Brésil et qui a été aussi photographiée à Madagascar. Tu vois, donc en fait la notion de nord-sud n'était pas top. Elle est connue aussi, elle est connue aussi pour ses chants. Alors je ne vais pas vous parler des chants trop longtemps, parce que sinon on va finir, il va être minuit. C'est quelque chose que vous pouvez trouver, c'est une aventure extraordinaire. La bioacoustique dans les océans a commencé à la Seconde Guerre mondiale par une Américaine qui s'appelait Fish, et qui a travaillé avec la US Navy notamment parce qu'il y avait des grands enjeux sur la détection de sous-marins ou de marine marchande ou marine militaire. Et puis à la fin des années 60, des personnes de la US Navy ont enregistré des baleines à bosse. En fait, ils avaient mis des hydrophones, enfin donc des micros étanches pour détecter les sous-marins russes. Ils n'ont pas détecté un seul sous-marin. Par contre, quand les baleines étaient là, ils ont enregistré des chants. Et ces chants ont été publiés en 1971. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire parce que c'est trop long, mais tout ça pour vous dire qu'on va en écouter un extrait. Alors là, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais ça va être ça peut-être. Non. Et voilà. Donc ça, c'est une baleine qui a été enregistrée à Madagascar. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle émet des vocalisations. Donc il y a une vocalisation. Là, silence.
Vocalisation, silence. Silence. Ça dure 1 heure. On va vous laisser, hein, si vous voulez bien. Le prochain, il peut annuler. Hein. Ah bah ce sera la conférence de clôture avec Jacques Rougerie. Donc, Je suis désolé. En fait, ce que les biologistes ont commencé à faire, c'est de classer les différentes vocalisations. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la baleine fait des phrases. Elle va mettre des vocalisations structurées dans le temps, d'accord, et elle va répéter la phrase. D'accord. Au début, les saisons de reproduction, ça dure à peu près 2 mois. Les mâles se mettent à chanter, à faire ce type de vocalisation. Au début de la saison, les phrases sont relativement courtes, avec 2, 3, 4 vocalisations. Et à la fin de la saison, elles peuvent être un petit peu plus complexes, avec 6, 7, 8 vocalisations. Et on ne sait pas pourquoi, je vous dis, pas la peine de poser la question. Et ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces phrases sont structurées, sont organisées, d'accord, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas émettre des vocalisations dans un sens aléatoire, et surtout, elle va les répéter. C'est pour ça qu'on appelle ça un chant. Donc, il va y avoir une première phrase qu'elle va répéter 3-4 fois, après une deuxième phrase qu'elle va répéter 3-4 fois, après une troisième phrase qu'elle va répéter 3-4 fois, et ça dure à peu près 15-20 minutes, et après, elle recommence depuis le début et rebelote, quoi. Donc, c'est pas aléatoire, c'est intentionnel, et ça a passionné tout le monde, les scientifiques, les artistes, le public, etc. Nous, on s'est intéressé au générateur vocal. Je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps, mais par contre, c'est quelque chose d'intéressant parce que les mysticètes, et notamment les banabos, ont un générateur vocal qui leur sert de ballast. Donc pour la plongée, c'est juste absolument important. Et elles ont le même système auditif que nous. Ça tombe bien. J'ai perdu le truc. je pense qu'elle est dans votre poche, non? Merci. Alors voilà, alors le problème qui se pose, alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des micros dans l'eau, donc ça s'appelle des hydrophones, parce que c'est simplement un micro comme celui-là, sauf qu'il est étanche, parce que sinon ça marche moins bien. Et puis on va enregistrer tous les sons. D'accord? Le paysage sonore, en fait, ça va être une combinaison d'un nombre de sources sonores incroyables. Et on est un petit peu, enfin. Pour procéder graduellement, on commence simplement par 3 grandes catégories. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement sonore, on essaye de le répartir entre la biophonie, c'est-à-dire tous les sons qui sont émis par le vivant, la géophonie, c'est les sons qui sont émis par la nature, genre la pluie, les tremblements de terre, les glaces, etc. Et puis l'anthropophonie, toutes les activités humaines. Alors ce qui se passe, malheureusement, c'est que tout est superposé. D'accord? En fait, là, nous, on a appris, par exemple, quand moi je parle, vous vous taisez, ou presque, mais dans les océans, en fait, toutes les sources sonores émettent en même temps, donc du coup, c'est un peu une cacophonie, et l'idée, c'est de choper des sons et de pouvoir les identifier quand c'est identifiable. Alors, comment on fait pour faire ça? C'est simple, au départ, on utilisait des hydrophones qu'on pouvait déployer d'un bateau, quoi. Et maintenant, on a plein d'autres stratégies différentes. On peut mettre des observatoires directement en mer pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois, voire 6 mois, voire 1 an. C'est ce qu'on a fait par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est bien, sauf qu'il fait super froid et que c'est pas facile d'aller en mer. Et donc, du coup, on enregistre et après, on récupère le matériel et on analyse les sons qui ont été collectés pendant un certain temps. Et puis là, maintenant, ce qu'on fait un petit peu mieux depuis un peu moins d'une dizaine d'années, c'est qu'on prend un tag acoustique, enfin un module électronique un peu comme un iPhone, quoi, et paf, on le ventouse sur le dos de la baleine, et la baleine part avec ça pour aller filmer, enregistrer acoustiquement. Il y a des accéléromètres, capteurs de pression, donc on sait la profondeur. Par exemple, les baleines à bosse, moi j'ai toujours dit jusqu'à maintenant que les baleines à bosse étaient des cétacés de surface, c'est-à-dire qu'en fait ils restaient scotchés à la surface et puis ils allaient jusqu'à 50 mètres, peut-être un peu plus de profondeur, mais leur vie était à la surface. Et il y a une publique qui date de 2020, d'accord, et qui indique qu'il y a une baleine qui est descendue à 620 mètres. Donc là, au niveau d'apnée, ça change tout. Alors le problème, c'est ça, c'est que les activités humaines sont ultra présentes dans les océans. D'accord? Et toutes les activités humaines génèrent des sons. Donc du coup, alors là j'avais des exemples à faire comme le trafic maritime ou des pulses. Voilà, bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Bon. L'idée c'est que on a répertorié en fait tous les sons. D'accord? Et là il y a 2 grands types de sons. Il y a des sons continus. D'accord, comme le trafic maritime, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, si vous vous placez à Gibraltar, vous avez des tankers et des supertankers qui vont passer genre en non-stop, et du coup, ça génère un son permanent dans cette zone. Et puis, vous avez des sons ponctuels qui sont, par exemple, alors, les éoliennes, par exemple, c'est aussi un point qui pourrait être aussi intéressant. Et puis, il y a des zones ponctuelles qui est, par exemple, l'utilisation de sonar par
bateaux marchands ou militaires, mais qui correspondent juste à une activité quelque part dans les océans. Donc en fait, on fait ça. Et on va répertorier tous ces sons, et en fait, avec l'idée qu'ils vont être sur les mêmes bandes fréquentielles des cétacés, d'accord? Et donc du coup, ils vont interférer avec les cétacés. Les cétacés, ils utilisent les sons pour toute leur activité vitale et leur interaction sociale, d'accord? Pour eux, le son est ultra important. Ils sont haptiques, c'est-à-dire qu'en fait, quand je reprends, ils sont sociaux, d'accord? Ça veut dire qu'ils vivent en groupe. Okay, les différentes sociétés les sociétés sont différentes en fonction des espèces, mais ils vivent en groupe. Et puis, ils sont haptiques, c'est-à-dire qu'ils sont très dans le contact. Là, François Sarano parlait des cachalots. Les cachalots, quand vous les filmez en surface, ils sont l'un sur l'autre. Ils se touchent en non-stop. Ils ont tous les océans pour eux, mais non, il faut qu'ils soient soudés. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a les observations visuelles, mais bon, malheureusement, dans les océans, la vue n'est pas super loin, d'accord? Parce qu'on peut voir quand l'eau est super claire à 30-40 mètres de distance et puis à peine 30 mètres en profondeur. Et donc, le son, en fait, il apparaît comme facile, en tous les cas, pour garder contact et pour se structurer, quoi. Donc le problème qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a une activité humaine, il va y avoir un masquage des émissions sonores, et du coup, modification des comportements de certaines espèces, éventuellement abandon de l'habitat, c'est-à-dire qu'en fait elles s'éloignent et qu'elles ne reviendront plus, et puis génération de stress, parce que quand c'est répété, voilà, les cétacés vont se mettre en panique et éventuellement s'échouer. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder le film Sonic Sea, Sonic comme le son, Sea comme la mer. Sonic Sea, il est gratuit sur le site... Sur le site quoi? Vous me regardez parce que là, je vois dans votre regard que vous avez besoin d'aide, mais je ne pourrais pas vous aider. Vous faites sonistic.com. Voilà. Non, sur Internet. Voilà. Là, il est gratuit sur l'IFO France, et sinon il est sur sonicc.com. Et ce film est très très bien, parce qu'en fait il est basé sur des articles scientifiques, et en fait c'est un cabinet d'avocats américains à Washington qui a porté plainte contre la US Navy. Ils ont gagné le procès. Donc c'est pas tous les jours qu'on arrive à faire ça. Et ils parlent des échouages à cause des sons, et ce que l'on sait aujourd'hui des échouages qui sont provoqués par la pollution sonore acoustique, la pollution sonore des océans. On a fait des potentiels évoqués auditifs sur les cétacés. D'accord? En fait, quand vous allez chez votre médecin, vous faites un audiogramme, c'est-à-dire qu'il vous envoie du son à droite ou à gauche et vous levez la main, mais vous pouvez aussi faire des potentiels évoqués auditifs, c'est-à-dire on vous met des électrodes sur la tête, on vous stimule l'oreille avec un petit son et on relève la décharge électrique du nerf auditif, donc on sait si votre nerf auditif fonctionne. On a fait pareil sur les cétacés puisqu'ils ont le même système auditif. On va retrouver une cochlée, un nerf auditif, et donc on leur a fait ça, alors pas sur toutes les espèces, mais celles qu'on pouvait mettre en piscine, c'est-à-dire grand dauphin, marsouin, beluga, orque, etc. Et on retrouve des mêmes activités du nerf qui correspondent aux nôtres. Alors évidemment pas aux mêmes fréquences et aux mêmes intensités, mais c'est ça. Et ce qu'ont fait les scientifiques, notamment américains, c'est qu'ils ont provoqué des pertes acoustiques, comme lorsque vous allez à un concert, à un moment donné, vous pouvez avoir une perte auditive temporaire parce que le son était trop fort. Ils ont fait pareil avec des sons. Alors puisqu'ils ne pouvaient pas faire ça pour tous les cétacés, on les a répartis en 3 classes, les basses fréquences, hautes fréquences et moyennes fréquences, ce qui est plutôt pas mal, et ils ont mis des seuils, et ces seuils-là sont utilisés partout dans le monde pour les activités humaines, c'est-à-dire qu'on demande aux entreprises qui vont faire du son intentionnellement dans les océans de faire des sons qui sont inférieurs à ces intensités. Voilà, donc je vous ai mis un bilan très vite sur l'ensemble des impacts que ça peut avoir sur les cétacés, avec une citation de Christine Erb, qui est une chercheuse américaine qui publie beaucoup sur la pollution sonore des océans et qui dit qu'il n'y a pas que en fait, cet aspect qu'il faut voir, mais un aspect global dans les océans, c'est-à-dire quand tu as dans la même zone une pression issue des pêches, du trafic maritime avec un risque de collision, une pollution sonore importante, une pollution chimique parce qu'il y a des métaux lourds ou autres. C'est tout ça qu'il faut considérer pour définir la fragilité éventuelle des populations. Alors voilà, alors dérégulation, je vais aller très vite, il me reste 1 minute. Dérégulation, ça, il y en a beaucoup en fait. Il y a déjà des moratoires, par exemple, qui ont été, en tout cas des moratoires sur les cétacés qui ont été placés depuis les années 70 parce que la Commission baleinière internationale
qui avant on chassait les grandes baleines, a mis en place en 86, je crois, le moratoire qui a interdit la chasse des grandes baleines, et puis créé par exemple le sanctuaire de l'océan Indien, et puis plus récemment le sanctuaire de l'océan Austral, où on n'a plus le droit de tuer des grands cétacés. Et puis après, il y en a plein qui ça se décline aussi au niveau régional. En France, par exemple, les cétacés font partie des espèces protégées, et donc lorsque l'on veut aller les observer ou faire de la recherche, on est obligé de faire des demandes de dérogation. Ouais, je me suis fait un peu de pub. Si vous êtes libre le 7 juin, vous pouvez venir à Nice, on va organiser un concert. Je ne vous dis pas de qui parce que ça sera la surprise. Et puis, une petite vidéo pour finir sur les baleines à bosse, le temps qu'on prenne vos questions. Très bien. Merci, on peut vous applaudir. Merci Olivier. Ah oui, 0. Allez, on voit, on pile poil là. Ah ouais, là, on pouvait pas faire mieux. Alors, moi j'ai deux questions. J'ai deux questions qui viennent d'arriver. Tout d'abord, est-ce que les fréquences des vocalisations sont les mêmes chez les mâles et les femelles et en fonction de l'âge aussi? Alors très bien. Alors chez tous les cétacés émettent des sons. D'accord. Donc là, on va reprendre la baleine à bosse. Tous les individus émettent des sons. D'accord. Mâle ou femelle, ils ont un générateur vocal, donc ils vont émettre des sons et aux mêmes fréquences, aux mêmes intensités. La seule truc qui se passe, c'est qu'il n'y a que les mâles qui chantent. Il n'y a que les mâles qui organisent des phrases et qui vont les répéter en boucle. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils chantent. Mais sinon, alors moi j'avais posé une autre question. Moi j'avais dit aux équipes avec qui je travaille, je dis, est-ce que les baleineaux émettent des sons? Est-ce que le baleineau, quand il naît, il émet des sons, quoi? Et la réponse? Les baleineaux, est-ce qu'il émet des sons? Eh ben, on a mis un micro, on lui a mis un petit micro. Que oui, parce qu'il faut bien oui. avec sa mère. Ben voilà, on a mis un micro-cravate et il est parti. Et évidemment, il émet des sons, il échange avec sa mère et sa mère échange avec lui. Donc ça, on l'a publié il y a 1 an. Et maintenant, on le voit sur le dessin, effectivement, c'est le petit baleineau qui est devenu grand et qui chante du soir au matin. Merci Xavier Gorce pour ce dessin. Alors, est-ce que des études ont été réalisées sur l'impact des champs d'éoliennes, de l'étape de perforation, toute la mise en place, sur les trajectoires de migration des baleines? Alors, c'est une thématique qui est hyper importante. La thématique du bruit qui va être généré par les éoliennes, c'est quelque chose qui occupe au moins depuis les 5 dernières années, sinon plus. Et là, on va avoir 2 réponses. La première réponse, c'est de dire qu'il y a des champs éoliennes qui sont dans le nord de l'Europe et les marsouins, par exemple, sont très gênés par ce genre de situation. Mais toujours présents. Et sur nos côtes, nous, on va avoir 2 types de cétacés. On va avoir ceux qui sont résidents et ceux qui sont de passage. Ceux qui sont résidents, a priori, ils ont déjà subi les pêches, ils ont déjà subi les activités côtières, ils ont déjà subi le trafic maritime. Donc on peut imaginer qu'ils vont s'habituer à cette nouvelle source d'éoliennes, même si c'est une préoccupation très forte du gouvernement, parce qu'ils ont mis en place un comité sur le bruit dans les océans en 2019. Et puis, ceux de passage, ils vont peut-être pouvoir se décaler un petit peu si leur bruit ne leur plaît pas, quoi. Alors, il y a une question aussi sur la turbidité de l'eau affecte-t-elle la propagation du son? Alors, exactement, la propagation du son dans l'eau, en fait, la propagation va dépendre du milieu dans lequel vous le faites diffuser. Donc, dans l'air, par exemple, ça va être différent que sur cette table, que sur cet écran, etc. Et en fait, dans l'eau, effectivement, la turbidité, en fait, ça veut dire qu'il y a des particules en suspens dans l'eau. Ça va modifier la propagation, ça va aller moins loin, ça va se disperser davantage. Alors, on a encore une question, c'est quel est l'état de la population des baleines à bosse? Alors c'est très bien. En fait, de 2003 à 2006, je vous refais l'histoire parce que maintenant je suis assez vieux pour ça. L'idée, c'est qu'il y a eu des programmes américains qui ont dit qu'en Atlantique Nord, le nombre de baleines à bosse augmentait. D'accord. Et en 2009, Jay Barlow, qui est un patron américain, a fait une conférence en disant que la population du Pacifique Nord augmentait à peu près à 6 ou 7% par an et venait de passer les 20 000 individus. D'accord. Et là, on s'était tous dit, c'est bien, la population est plutôt favorable, la tendance est positive, et donc ils ont changé le statut, parce que toutes les cétacés sont sur la liste rouge de l'IUCN, ils ont changé le statut en liste concerne, ça veut dire moins de préoccupations. Et là, il y a une publi, c'est historique là. L'année dernière, il y a un mec qui s'appelle Ted Cheeseman. Oui, j'ai bien compris. On a dit qu'on ne se moquait pas des noms. Fait une publication, il prend toutes les photos de tous les catalogues des 30 dernières années dans le Pacifique Nord, il fait de la reconnaissance faciale et il identifie les baleines, d'accord, et il montre en fait que les baleines se déplacent dans le Pacifique Nord, contrairement à qui remettait en cause un petit peu les routes migratoires que je vous ai montrées. Première publi, première top mondiale, d'accord, le gars il vient de nulle part et bam, très bien. Ok. Deuxième publi en janvier de cette année, il indique que cette population du Pacifique Nord
a été stable dans les quelques années avant et commence à décroître. C'est-à-dire qu'en 2022, la population de baleines à bosse dans le Pacifique Nord décroît. D'accord, ça, c'est des choses qu'on ne pensait pas, qu'on n'imaginait pas. Et ils pointent du doigt le réchauffement climatique, probablement les pêcheries aussi. Et donc, deuxième prix Nobel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il fait 2 publis. Bah, il est au prime. Un peu comme Ariana Grande, quoi. Tu vois, la comparaison est étonnante, mais on la prend quand même. Ça reste dans la chanson. Ariana Grande, moi, ça me va bien. Ariana Grande, premier album, paf. Top one. Top one, voilà, et on reste dans le chant. Alors justement, j'ai une dernière question. C'est ma dernière question. Promettez-moi, Olivier, de répondre en moins d'1 minute. Écoutez bien la question. Sinon, vous me répondez par mail plus tard. En quoi le chant des baleines raconte finalement l'état actuel de notre planète? Les chants des baleines sont ancestraux. C'est-à-dire que les baleines ont chanté avant que les humains soient arrivés sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on a vraiment une constance autour du chant. Et après, il y a plein de possibilités sur le chant. On peut discuter des hypothèses qui expliquent pourquoi ces mâles chantent. D'accord? Ça, c'est une autre question. Mais la question, c'est de savoir est-ce que ces chants traduisent en fait le bon état des océans? Alors déjà, ça va traduire. Voilà, exactement. Déjà, ça va traduire le bon état de la population des baleines à bosse, parce que les baleines à bosse ont besoin de cette période de reproduction pour pouvoir perdurer de leur espèce. Et donc, évidemment, s'il n'y a plus de chants, on peut imaginer que la période de reproduction sera finie. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les baleines à bosse, en fait, sont ce que nous, on met comme attention sur cette espèce. Mais on ne parle pas de toutes les espèces de poissons, toutes les espèces de tortues, toutes les espèces de crustacés, etc. Donc on prend les baleines à bosse comme étant un petit peu, j'aime pas trop l'idée, mais l'ambassadeur des océans, par exemple, quelque chose qui nous touche pour défendre en fait tous les écosystèmes. Et si les baleines à bosse vont bien, les écosystèmes vont bien. Merci de nous avoir rappelé que depuis des millénaires, les baleines sont les grands témoins de l'évolution terrestre. Merci d'applaudir Olivier Adam. Merci pour votre travail. Merci beaucoup. C'était passionnant.